Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et cette semaine, Cocorico, nous allons parler jeux vidéo made in France, du jeu vidéo indé surtout qui fonctionne très très bien. Et pour en parler avec nous, le retour de Menro. Comment ça va Menro ? Bonjour Mélinda, bonjour à toutes et tous. Ça va très bien. Voilà, toujours fondateur du grandpop.fr. Ouais, cofondateur du Grand Pop, anciennement à la tête de l'édito, direction éditoriale de Le Stream. Ouais. Voilà. Un peu dans le jeu vidéo quand même, hein ? Un peu, oui, j'étais un petit peu rédacteur en chef de plusieurs sites dans le temps. Eh bien écoute, ravi que tu reviennes parler jeux vidéo avec nous. Ça fait bien plaisir. Et face à toi, une nouvelle tête. Olivier Pénis, comment ça va ? Ça va bien Mélinda, bonjour à tous. Journaliste chez France Inter. Oui, c'est ça. À la tête de la chronique La photo jeux vidéo. Voilà, et moi j'ai rien fait avant, j'ai fait que ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà une carrière à un moment droit. C'est déjà pas mal. Un homme de radio au micro. Là, on te voit cette fois. Fais attention. Oui, ça fait bizarre. Hein. Ah, ça fait bizarre. Donc voilà, avec ces deux messieurs, on va faire quand même un tour de l'actu parce qu'il y a quand même des choses à se raconter. Et après, on va parler de jeux qui sentent bon la France et le savoir-faire français. Mais on commence avec l'actu à chaud. Alors, petite actu à chaud, parce que ça vient d'arriver. Amazon Luna débarque enfin en France. C'est un service de cloud gaming lancé par Amazon, comme c'est un peu marqué dessus, et qui était déjà actif aux États-Unis notamment et dans quelques pays, et qui s'étend en Europe avec une offre donc de jeux sur catalogue que vous pouvez acheter individuellement, mais aussi des jeux par pack, on va dire, avec des abonnements à Ubisoft+, à Luna+, le service maison, et à quelques autres qui vont venir se greffer au fur et à mesure. Vous payez de 4,99 jusqu'à 17,99 quand même pour Ubisoft+, mais avec un accès très large à un catalogue. Vous pouvez jouer avec vos manettes ou, évidemment, petit souvenir de Stadia, vous pouvez jouer avec la manette Amazon Luna, celle-là même, qui promet moins de latence, et un peu de tout ça. Messieurs, est-ce que vous avez testé ? Alors testé, non. Par contre, je me suis pas mal intéressé à l'offre, puisque c'est un nouveau service de cloud gaming qui se rajoute à ceux qu'on avait déjà, donc celui de Xbox, celui de PlayStation, plus celui de Stadia. Ouais. Il y a aussi évidemment celui de Nvidia avec GeForce Now. Donc voilà, ce qui va faire la différence, un petit peu comme toutes les plateformes de streaming de contenu audiovisuel, ça va être l'offre. Le prix, bien sûr, mais ça va être aussi l'offre. Et là, on a une philosophie, comme tu le disais, en forme de bouquet. Moi, qui me rappelle les premières années du câble et du satellite. C'est clair. Je trouve que ça manque peut-être encore un peu de nouveautés et de gros titres qu'on n'aurait pas déjà fait ou qu'on n'aurait pas déjà ailleurs. Il y a pour un Assassin's Creed Mirage, c'est vrai que ça manque de jeux récents. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un nouvel acteur parce que toujours la concurrence va permettre peut-être de tirer les consommateurs par le haut. Ouais. Olivier, t'as testé ? J'ai testé un tout petit peu, ouais, et ça marchait pas trop mal en fait. J'ai testé à la fois sur mobile et sur mon PC sur un navigateur tout bête. C'est toujours pareil, c'était avec le cloud gaming, ça a cette promesse de simplicité d'accès à un catalogue de jeux suffisamment imposant pour vraiment avoir de quoi s'amuser. Je suis toujours un peu partagé sur la question du cloud gaming parce que ça fait, bien 5-6 ans qu'on me dit que ça y est, cette année, c'est le cloud gaming, c'est la bonne. c'est le Netflix du jeu vidéo, c'est bon, tout le monde va y passer, et qu'en fait, à chaque fois, non. Il y a d'autres acteurs qui s'y sont cassés les dents, particulièrement Google, on s'en souvient tous, avec Stadia qui a fini par fermer en début d'année carrément. Quand Google ferme carrément un service parce qu'il manque de gens, c'est qu'il y a quand même un problème. C'est vrai que moi qui suis restée fidèle à Google Stadia très longtemps, fallait oublier les jeux en multi, il n'y avait personne pour y jouer. Ah bah oui, totalement. Ouais. Mais alors, technologie, en effet, comme tu l'as dit, on peut jouer sur un navigateur, sur smartphone, sur tablette. Si vous êtes déjà client Amazon avec des appareils Amazon type Fire TV, c'est une application à télécharger. Ça tourne bien. Moi, j'ai essayé, ça tourne bien. C'est vrai qu'on se heurte à un problème qui est que l'offre, en jeu récent, comme tu l'as dit, Menro, il n'y a pas grand-chose. Il y a plein de petits jeux sympas. C'est une offre familiale, mais il va falloir un peu muscler tout ça quand même. Après, il y a la question du public à qui ça s'adresse. C'est-à-dire que je pense de plus en plus que le cloud gaming, c'est pas quelque chose qui est fait pour les gamers. Donc pas forcément quelque chose où on a besoin à tout prix d'avoir les derniers titres récents, puisqu'on va plutôt s'adresser, comme tu disais, à un public familial, des gens qui jouent pas forcément beaucoup, pour qui le côté accessible, facile, il n'y a pas besoin d'avoir une console, il faut juste avoir son téléphone, un navigateur, éventuellement une manette, mais c'est même pas totalement obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Voilà, on peut y aller comme ça, on peut tremper le pied un petit peu là-dedans. Donc peut-être que le catalogue, c'est pas vraiment la question. Ce qui fera que ça marchera sur le long terme,
C'est est-ce que les gens vont se créer des habitudes avec ce service-là ou avec d'autres services de cloud gaming? Ça, j'ai encore un peu plus de doutes parce que on compare beaucoup justement à Netflix, aux services de streaming vidéo. Le gros truc des services de streaming vidéo, c'est que on peut binger des choses. On a des épisodes pas trop longs, on peut faire 1 heure, puis 1 heure, puis 1 heure. Un jeu vidéo, ça demande de l'implication un petit peu sur le long terme, et bah, c'est pas forcément facile d'accrocher les gens, aussi longtemps sur un service sur lequel on va être limité aussi dans le temps, par moment, ou en tout cas on va être limité par sa connexion, par le fait d'être chez soi ou pas, d'avoir un bon accès internet. Il y a plein de petites, limites en fait comme ça qui font que, bah, c'est très compliqué, y compris quand on a un vrai bon catalogue de jeux, de s'imposer sur ce domaine-là. Tu penses que c'est difficile pour Amazon ou pas, Menro? Pour Amazon, je pense pas. Ils ont les moyens, on le sait, c'est pas la première fois qu'ils vont dans le jeu vidéo, Ils ont des évidemment. studios hein, quand même. Ils ont des studios, il y a des jeux qui sont attendus, le nouveau Tomb Raider, il y a le jeu vidéo Seigneur des Anneaux aussi. Mais par contre, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est plutôt l'utilisation du cloud en général. Il y a une partie de moi qui pense que c'est l'avenir, et en même temps, je peux pas m'empêcher pardon, de penser à une sorte de fracture numérique. Moi, je vois mes parents qui sont au milieu de la forêt, dans le fin fond de la France. C'est déjà compliqué d'avoir une conversation vidéo sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est complètement exclu, par exemple, par voie de fait. Donc voilà, il y a toujours cette espèce de paradoxe avec le cloud. Après, l'offre en elle-même, c'est vrai que là, on n'a qu'une manette à acheter. Et encore, on peut utiliser des manettes existantes. Donc, Alors, pas les récentes. pas les plus récentes. C'est Oui. la DualShock 4, la manette Xbox One. Ouais, mais ça et puis viendra, des suffira, ouais, suffira d'un ou deux pilotes, je pense, pour que ça soit corrigé. Oui, c'est ça, je pense que ça va être à coup de pilote. J'ai trouvé que le service, en effet, ça fonctionnait bien, mais c'était quand même moins efficace que Stadia en son temps, qui pour moi reste ce qui technologiquement se faisait de mieux, avec derrière les limitations d'un catalogue vieillot, même s'ils avaient eu quelques jeux. Je suis d'accord avec toi sur le côté, c'est encore limité. Nous, on a cette chance-là d'être sur Paris, Oui. d'avoir des bonnes connexions. Là, même si c'est stable, je ne sais pas à qui ça parle vraiment, cette offre-là, parce qu'elle ne séduira pas les gamers. Les early adopters de technologie, pas forcément. Ils ont sans doute déjà un service. Alors après, il peut se substituer ou il peut s'additionner. Mais c'est vrai que c'est un peu flou. Même si en France, encore une fois, on a quand même une couverture qui est peut-être dans le top de ce qui se fait dans le monde en termes d'Internet et de téléphonie, etc. Mais ça reste un peu flou, oui, le Il positionnement. y a un autre acteur qui veut venir sur le cloud gaming, qui est déjà sur le jeu vidéo, c'est Netflix, mine de rien. Ouais, Et qui, pour le coup, a un sacré catalogue. Si vous n'avez pas regardé, vous êtes abonné à Netflix et que vous n'avez pas regardé les jeux auxquels vous avez accès, je vous conseille fortement d'y aller parce que, pour le coup, il y a quelques perles. Il y a quelques perles indé sorties préalablement sur console et PC qui s'y trouvent. Et eux, pareil, ils veulent aller sur le cloud et se servir du smartphone comme manette de jeu. Est-ce que ça permettra de donner envie aux gens d'aller un peu plus s'éloigner des consoles et des PC? Alors, pour le coup, je pense que c'est très malin de la part de Netflix, notamment le choix des jeux du catalogue. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont vraiment adaptés à une utilisation sur des temps courts. Très souvent, c'est des jeux indés qui sont de très bonne qualité. Effectivement, il y a Spiritfarer. Shovel Knight Trove, Ouais. Spiritfarer, il y a, je crois, le deuxième Oxenfree aussi. Enfin, il y a vraiment des très bonnes choses, et y compris de très bons jeux vidéo pour les gens qui ne sont pas habitués à jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire des choses qui vont être, sans être forcément des jeux casual, des jeux qui sont accessibles, qui vont proposer des aventures vraiment de très grande qualité, des très bonnes expériences, mais qui sont pas, qui nécessitent pas d'avoir une machine de guerre, de maîtriser la manette dans ses moindres boutons. Il n'y a pas de Call of Voilà. Duty, par exemple. Non. Et puis je pense que ça marcherait choses pas comme en ça. plus sur un service comme ça. Donc Netflix, voilà, c'est pareil. Ils trempent un peu le pied en se disant tiens, on va essayer ça. Ils ont pris ce parti pris de dire on va pas faire tout à fait comme ce que font les autres. Et je pense que c'est peut-être eux qui vont tirer leur épingle du jeu, sachant qu'il y a le côté aussi tout bêtement de vous avez un abonnement Netflix, mais en fait vous avez ça aussi et vous ne le saviez pas forcément. Et quand on commence à découvrir, je sais moi je suis sur Android, donc sur le Play Store de Google, quand on voit les jeux avec des petites icônes Netflix à côté, j'en vois passer de plus en plus. Il y a une Et je me dis à chaque cinquantaine fois de jeux. c'est sur Netflix ça. Il y a une Ouais. cinquantaine Il y a de jeux vraiment des très aujourd'hui. bonnes choses. Ouais. C'est vrai que si on avait une intégration de Luna directement dans la plateforme Prime Video, peut-être. Mais là, on touche du doigt quelle est l'interface et l'UX de Prime Video. Et là, par rapport à Netflix, encore une fois, il y a pas match. Hein. Non, c'est ça. Le seul avantage que vous avez, si vous avez un abonnement Prime, vous avez Prime Gaming, ce que les gens oublient aussi. Vous avez beaucoup d'avantages et des jeux tous les mois qui devraient à terme être accessibles dans Amazon Luna. Donc on va suivre ça parce qu'il y a quand même en effet, comme tu as dit, des mastodontes que sont le Game Pass
Ultimate, enfin le Mm. Xbox Cloud Gaming, et Nvidia surtout, Ouais. qui ont des technologies et des catalogues un peu plus Et sexy. Sony qui va s'y mettre très sérieusement aussi, je pense, dans les années qui viennent. Ouais, Qui a déjà commencé avec son premium. Hein. Mm. ouais, avec le premium, mais bon. Pour l'instant, il Pour tâtonne, l'instant, on verra, c'est mais quand même. je serais pas surpris qu'ils y Sony, aillent. c'était quand même ceux qui ont mis le pied dedans en 2011. Hein. On attend Mm. quand même toujours qu'ils fassent quelque chose. Euh, Ça se jouera aux exclus encore une je fois. Hein. balance. Ouais, ça dénonce. Messieurs, on va attaquer le gros morceau qui est pourquoi les jeux français indépendants ont la cote comme ça cette année. Alors, quand on parle jeux vidéo français, on a tendance à penser à Ubisoft, évidemment, qui est un peu notre figure de proue, même s'ils ont quand même les pieds beaucoup au Canada. Mais cette année, ils ont sorti 3 jeux français, enfin 3 jeux faits en France. Leur premier Assassin's Creed fait en France, Mirage. Évidemment The Crew Motorfest, mais qui est fait à Lyon par Ivory Tower, et arrive donc Prince of Persia, qui sort. Bon, Just Dance est un jeu français de fait depuis longtemps. Qu'est-ce que ça nous dit aussi, tout ça, de ces jeux qui arrivent? On a parlé de Chance of Scénar dans l'émission précédente, on va en reparler évidemment plus longuement ici. Justcent, donc chez Dontnod, on parle souvent d'Asobo à Bordeaux. Ouais. On a un écosystème très très dense. Et comment on se l'explique, Olivier? On a un écosystème dense et varié surtout. Mm. C'est ça qui est intéressant et je pense que c'est aussi ce qui explique en grande partie le succès des jeux français globalement et de la scène indé française aussi. C'est qu'on est une terre d'expérimentation un petit peu. Mais comme on a pu l'être pour le cinéma, pour la musique, pour des choses comme ça, hein, c'est-à-dire que vraiment il y a une volonté. En fait, il y a 2 choses. Il y a les idées, hein, tout bêtement, parce que rien ne remplace les bonnes idées hein, pour faire des bons jeux à la base. Et il y a les moyens qui vont derrière. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de créateurs, de studios, de petites et de taille moyenne, qui ont des bonnes idées de jeu, créent des bons concepts, des bonnes histoires, des choses comme ça. Et derrière, ça suit parce qu'il y a un financement, bon, déjà, le financement privé classique, tout bêtement, mais il y a aussi l'État hein, qui aide tout bêtement les productions françaises. On a le CNC, le Centre national de la cinématographie, qui ne finance pas que des films et des séries, mais qui finance aussi des jeux vidéo. Et voilà. Et donc, le fait d'avoir ces 2 facteurs-là, les bonnes idées et les moyens pour les faire, bah, ça fait qu'on a quelque chose de très foisonnant et qui, du coup, donne des choses très qualitatives parce que forcément, quand on tente le plus de choses possible, oui, on va se tromper par moment. Il y a des jeux qui vont être de moins bonne qualité ou qui vont être un petit peu vite oubliés. Et puis, il y a d'autres choses qu'on n'attendait pas. Chance of Scénar, c'est vraiment l'exemple typique du truc qui, sur le papier, on se dit ouais, bon, d'accord. Et quand on commence à y jouer, on se dit ah oui, ok, il y a vraiment quelque chose. Et on a vraiment ce côté des créateurs qui ont eu une bonne idée, qui l'ont tenue jusqu'au bout, qui sont restés sur leur idée, qui l'ont vraiment mise en œuvre de manière magnifique. Et ça donne un jeu qui va rafler des prix encore dans quelques temps, je pense, dans pas très longtemps. Quoi. Tu penses qu'on arrive au moment où tout ça foisonne, ou au contraire, c'est les autres qui repèrent les talents en France? Il y a des talents en France depuis longtemps. Hein. Évidemment, les grands noms qui ont fait les Eric Chahi, tous ces gens-là, ça fait des années qui sont dans l'industrie. Ce qui change là, c'est cette reconnaissance. C'est vrai qu'on a une singularité dans la création qui est liée peut-être à le côté un peu pluriculturel qu'on peut avoir en France. Et du coup, les productions sont peut-être moins formatées. En tout cas, se permettent plus peut-être un produit qui sort des carcans de l'industrie qui est devenue très américaine depuis quelques générations de consoles, même si le Japon et l'Asie continuent et qu'on a aussi des pays émergents. Mais du coup, on a quelque chose d'un peu différent et qui rentre en résonance. On le sait hein, dans ce milieu-là, ceux qui font certaines des plus grosses cinématiques des jeux les plus suivis, des fois, c'est des petits studios français. C'est pas des gros, même dans les plus grosses machines. Et du coup, il y a cette reconnaissance. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec toutes ces petites perles qui sont un peu issues du milieu indépendant malgré tout, pas uniquement, mais quand même, c'est un rayonnement sans être forcément accompagné. Alors, il y a l'accompagnement de grands éditeurs et de grands même quand on voit par exemple Microsoft qui était allé chercher Asobo pour faire Flight Simulator, c'est une sacrée reconnaissance, c'est vrai. Alors après, nous en France, on a Focus, c'est vrai qu'il y a tendance à porter à l'international beaucoup de jeux. Donc on parlait de Chance of Scénar, qui est un jeu Focus. Il y avait A Plague Tale avant. Ça aide pour la visibilité? Ça aide forcément d'avoir une énorme, un éditeur qui va se permettre de mettre les pieds dans la folie du marketing du jeu vidéo. Mais tu vois, tu parlais de Plague Tale. Plague Tale, par exemple, quel plaisir de pouvoir voir des décors médiévaux plutôt réaliste quand on a été formaté par peut-être 20-30 ans d'Heroic Fantasy. Alors moi je suis très fan de l'Heroic Fantasy, tout ce qui vient de Tolkien, etc. Mais
qu'est-ce que ça fait Ça du change. bien de voir des paysages et une architecture Mmh. qui est moins fantasmée et qui est beaucoup plus tangible pour nous. Il suffit d'aller se balader en campagne. Donc il y a quelque chose comme ça quand même qui est assez. D'ailleurs, cette année, on a eu beaucoup de jeux sur la France. Mmh. Il y a eu Il y Dordogne, a eu dont Dordogne. on a beaucoup parlé, qui alors pour le coup recoupe tout ce que tu as dit, c'est-à-dire la patte artistique complètement différente de ce qu'on voyait dans le jeu. Le fait d'être en France, de représenter aussi une France un peu nostalgique, ça marche aussi à l'international parce qu'on a un peu les clichés français ou pas? Oui, il y a sans doute un peu de ça sur un jeu comme Dordogne, enfin, effectivement, je pense que les gens qui l'apprécient à l'étranger ont ce côté: «Ah oui, c'est ça la France». Enfin voilà, Tu le fais super bien avec ouais, l'accent. je peux le faire avec l'accent, périgourdin aussi après si vous voulez, on en reparle. Mais voilà, mais oui, il y a forcément un petit peu de ça et surtout qu'en plus, tout le jeu est à l'avenant de ça. C'est-à-dire qu'il y a pas seulement, les décors et les lieux en fait qui sont de la Dordogne. Il y a vraiment ce côté peint à l'aquarelle, Mmh. il y a ce doublage, assez délicieux aussi. Il y a tous les petits éléments en fait d'époque, parce que ça se passe dans les années 80 aussi, donc il y a tout le côté nostalgique. Donc La oui, doublage. ça joue aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a aussi au-delà de ça, vraiment ce côté, c'est pas juste un jeu touristique, quoi. Il y a un Mmh. truc, il y a une histoire, il y a une manière aussi, de prendre un petit peu le joueur par la main en lui disant: «Ah regarde, il va se passer ça», puis en fait, il se passe autre chose et puis en fait, on va peut-être sur des thématiques un petit peu plus sombres, un petit peu plus sérieuses, tout en restant dans quelque chose de très léger dans l'ambiance. Donc voilà, il y a cette patte-là, en fait, il y a cette écriture, en fait, vraiment au sens, très large, pas uniquement le Mmh. texte, mais il y a cette écriture vidéoludique qui est très, typique de la France et pour A Plague Tale, voilà, il y a à peu près la même chose qui marche. C'est-à-dire que, nous, quand on joue à A Plague Tale, notamment le premier, moi, je sais que j'ai grandi un petit peu, près de Bordeaux et les forêts du jeu, je les ai retrouvées. Enfin, je me dis: «Oui, oui, je me suis baladé dans cette forêt, je sais comment je les reconnais les arbres». Voilà, Ouais, je vois où c'est et à l'international, oui, il doit y avoir ce côté, «Ah ouais, c'était ça la France médiévale, c'était comme ça». tu parlais du cinéma justement. Est-ce que c'est notre force dans la création, elle vient pas de là? Mais il y a forcément le cinéma et la French touch, elle est un peu partout dans le cinéma, elle est dans la musique, mais elle est aussi dans la bande dessinée, par exemple. L'influence d'artistes comme Bilal, comme Jodorowsky, comme Mobius, Sur Chains dans of Scénar, c'est mais flagrant. sur Scénar, c'est flagrant. Mmh. Il y a d'autres noms que j'ai plus en tête là, mais quand on sait l'influence de Jodorowsky sur la science-fiction internationale, je vous invite à regarder le Jodorowsky's Dune, Mmh. ce documentaire sur ce film qui n'a pas eu lieu, où il y a dedans, dans les pages, quasiment toute la genèse de Alien jusqu'à Star Wars, jusqu'à tout. Enfin, il y avait déjà tout de pensée. Donc, il y a une influence comme ça, et on en parlait en off. Tu citais la nouvelle vague. Il y a quelque chose de ça aussi. Il y a une vision un peu différente. Et ce qui s'est passé avec la musique au début des années 90, c'est la même chose. C'est récupérer peut-être une dynamique et en rajouter, s'affranchir un petit peu des carcans Mmh. pour proposer quelque chose d'un peu différent et d'assez total. C'est ce que tu dis dans l'écriture, voilà, on a un concept, une logique et on va jusqu'au bout. On s'arrête pas peut-être dans trop la facilité ou ce genre de choses. Ouais. Vous voyez derrière nous un jeu qui s'appelle Karmazoo, qui est un jeu de Pasta Games, donc c'est un autre studio français. Là, on est dans autre chose qui est complètement barré, pour le coup, Karmazoo. Donc on arrive à aller aussi du côté très médiéval, historique français, à des créations comme ça, un peu siphonnées, soyons clairs. Il y a Headbangers qui vient d'arriver aussi dans le Game Pass, qui est un jeu français, qui est complètement loufoque. On a rencontré justement Guy Richards, qui est le patron de ID at Xbox, donc le label indépendant, et qui nous parle justement de ce savoir-faire français. Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher des jeux indépendants français et qu'est-ce qui les séduit justement chez eux? Nous avons tellement de bons partenaires français sur ID Xbox. Ces dernières années, nous avons eu plus de 100 studios indépendants français qui ont signé pour apporter leurs jeux avec ID Xbox, ce qui est fantastique. Il y a tellement d'enthousiasme avec les autres jeux qui vont arriver. Ce que j'aime beaucoup dans les jeux français et dans le travail des développeurs français, c'est qu'ils considèrent les jeux comme une forme d'art, et c'est quelque chose chez ID Xbox que nous apprécions vraiment. Nous avons également Jusant, lancé hier par Dontnod, un de ces développeurs emblématiques de la scène française qui a travaillé avec les plus grands éditeurs du monde sur leurs jeux précédents. Ils sont maintenant au début de leur expérience d'auto-édition. Ils nous ont parlé du jeu Jusant et nous avons adoré ce que nous avons vu très tôt. Nous avons eu l'opportunité de le faire venir dans le Game Pass dès sa sortie, de dévoiler le jeu lors de notre showcase en juin plus tôt dans l'année. Et nous sommes ici cette semaine pour voir le jeu se lancer avec des critiques fantastiques et voir les gens jouer le jeu. C'est une expérience très enrichissante. Alors justement, il dit,
que la force des jeux vidéo français, des studios français, c'est de considérer la création d'un jeu comme un art. Donc on revient vraiment à ce que vous disiez. Est-ce qu'on est des artistes alors en France? On essaye. En tout cas, on a envie de l'être. C'est déjà Plus pas des mal. artistes que des techniciens? On a les deux forcément parce que on peut pas faire l'un sans l'autre. Mais je pense que en France, on va plus avoir le point de départ artistique, puis ensuite se demander comment on va le mettre en mouvement et le transformer en jeu, que dans d'autres productions. Parce que il y a aussi un côté, on est peut-être un peu moins formaté par rapport aux productions nord-américaines, par exemple, où on a parfois l'impression de voir beaucoup arriver des mêmes jeux avec des univers post-apocalyptiques, des trucs très très sombres, Des zombies. voilà, des FPS, des TPS, tout ce qui est en S, tout ce qui est voilà. Et voilà, et chez nous, on va plus être genre, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de studios en fait où le premier truc qui définit le point de départ d'un jeu, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour surprendre ou pour pouvoir faire autre chose, faire quelque chose qui n'existe pas déjà, ou qui, s'il existe déjà, est un petit twist, un petit truc un petit peu différent. Alors ça aboutit à des trucs complètement barges, comme Karmazoo, dont tu parlais, où vraiment le concept même est barré, toute la mise, enfin, Un jeu tout le alors déroulé du pour ceux truc qui est ne savent pas, barré. voilà, c'est un jeu en multi, vous pouvez jouer à plusieurs, où chacun a en fait une faculté, être grand, être petit, éclairé, et vous devez avancer dans un parcours sombre en vous aidant, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit solidaire et se suive. Bon, quand vous en avez marre de un des autres personnages, Ouais, vous pouvez l'abandonner derrière. Mais Ça arrive voilà, très rarement, ça arrive jusqu'ici, très d'ailleurs. rarement. Mais sinon, il y a eu aussi Stray. Comment est-ce qu'on explique le succès de Stray l'année dernière? Donc le jeu qui a été édité par Annapurna, on parlait des gros qui vont les chercher, de Blue 12, qui est un studio montpelliérain. Tout à fait. Et bien alors là, pour le coup, meilleur jeu indé au Game Awards, Meilleur premier jeu. meilleur premier jeu, enfin ça a cartonné partout dans le monde. C'est quoi sa force? Alors, c'est un petit chat. Et déjà, non, Déjà. mais bon, c'est ouf. Et voilà, merci, bon résumé. Non, mais ça joue énormément, sans doute. Après, il y a Stray, les mécaniques, si on regarde un petit peu, elles sont pas forcément ultra innovantes sur plein de points. Non, c'est clair. Et répétitive en plus. Et elles sont répétitives. Moi, c'est un jeu que j'ai lâché à la moitié, par exemple. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une identité très forte. Qui pour le coup, tu vois, tu disais, on sort du formatage, c'est exactement l'exemple de ça. On joue un personnage qui est un chat, ok, ça pourrait être n'importe quel personnage, mais on est surtout dans un monde où l'humanité a disparu, où les robots via l'IA se sont... Il y a une philosophie derrière. Une philosophie derrière. Il y a une inspiration qui est, j'ai mangé le nom, mais c'est d'une ville en Asie avec des buildings qui sont tous écroulés, mais où là, pardon, Kowloon, c'est ça. Ouais. Et on voit qu'il y a pas de, il y a peut-être moins de peur à aller dans l'aspérité, d'essayer de parler de sujets aussi à travers quelque chose de voilà, c'est léger, c'est un petit chat, des robots, une IA sur le dos, enfin tout ça. Et puis derrière, on parle d'autre chose. Enfin, c'est comme Dontnod quand le studio se lance et qu'ils font Remember Me, ils parlent d'un Paris post-apo où l'eau est montée. Pourquoi? Parce que le climat. On était quand même il y a une dizaine d'années. Donc c'est les thématiques que voulait Alain Damasio. Encore une fois, c'est quelqu'un qui vient d'un autre univers et qui vient rajouter sa patte. C'est l'auteur de notamment La Horde du Contrevent. Je conseille à tout le monde la lecture de La Horde du Contrevent, entre autres. Et voilà, on a peut-être cette audace encore. Tu parlais d'Dontnod, Guy Richards parlait de Jussante, justement, qui va dans la même thématique sur cette espèce de fin du monde climatique. Ils avaient fait aussi Life is Strange, qui a eu un succès alors porté par Square Enix, donc pareil, qui parlait de l'adolescence et du passage à l'âge adulte, de tous les problèmes que ça, qui était un jeu qui n'était pas techniquement le plus beau, mais qui avait une âme et qui a fait un carton à travers le monde quand même. Donc on a ce savoir-faire-là sur les histoires, au moins en France. Je voudrais qu'on aborde un point qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'en France, on a des aides. On a beaucoup d'aides qui servent aussi aux studios aujourd'hui, il faut quand même le souligner, même si la renégociation ces derniers mois a été très tendue et très compliquée pour les studios. Ça aide dans quelle mesure ? Ça aide beaucoup parce que, comme on le disait, ça favorise la créativité dans le sens où les studios ont moins besoin de se poser la question de comment on va financer ça et surtout comment on va faire pour que le jeu qu'on sort nous rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir éventuellement en sortir un suivant, parce que c'est toujours l'idée d'un studio, hein, c'est toujours se dire qu'est-ce qu'on fait pour que le jeu d'après puisse exister, tout en faisant en sorte que les gens soient payés, que les gens puissent vivre de ça, et voilà. Donc le fait d'avoir des aides, évidemment, ça fait pas tout, parce que c'est pas ça qui va sauver un jeu raté ou un jeu qui malheureusement passe un peu inaperçu. Mais ça fait une petite sécurité, au moins, de se dire, allez,
on peut y aller parce qu'on va avoir au moins ce soutien-là qui va nous permettre de peut-être tenir le minimum syndical en termes de payer les gens et assurer que le jeu arrive à son terme. Voilà, il y a plein d'autres pays où il y a des gens qui lancent des idées de jeu et puis ça coule au bout d'un moment parce que le financement ne suit pas, quoi. C'est ce que j'allais dire, justement, on sait que le jeu indépendant à l'échelle mondiale, il est en difficulté. Est-ce que la France est préservée, je vais pas dire protégée, mais préservée à ce niveau-là? Mais disons que ça aide d'avoir la reconnaissance de grands éditeurs, de grands fabricants, d'avoir des récompenses. Et donc, il y a cette aide qui vient se superposer à tout ça déjà. Donc, quand on parle d'aide, il faut bien comprendre qu'il y a un crédit d'impôt, mais il y a une aide au financement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une aide par rapport à la recherche, au développement. Donc, il n'y a pas une aide. Si vous ouvrez juste sur une recherche Google, vous tapez aide aux jeux vidéo, sur le premier résultat, c'est un site du gouvernement, il y a... Je sais pas, je le fais de tête, mais une vingtaine au moins d'entrées, de catégories sur lesquelles on peut prétendre. Je ne sais pas si elles sont cumulables, mais c'est quand même assez conséquent. Donc oui, ça permet de peut-être prendre des risques aussi. Et si les grands studios ils sont peut-être aussi formatés, c'est parce que vu les coûts de développement aujourd'hui et ce que ça peut représenter, les investissements sont colossaux. Le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle du monde, donc mondiale. Donc il y a des enjeux, il y a des gros enjeux derrière. Il y a de quoi faire. On a aussi un écosystème qui est très dense à la formation. Ça, on l'avait vu dans l'émission revoyez l'émission que nous avons fait à la Paris Games Week, justement avec des intervenants français pour parler du jeu Made in France. Il y a beaucoup d'aide pour les étudiants, pour les écoles de repères. On a quand même un réservoir que beaucoup de pays nous envient. Il faut quand même l'admettre. Messieurs, une recommandation d'un jeu français, alors, cette année? Histoire de ne pas ressortir les mêmes qu'on a déjà cités, comme Sons of Scénar ou Jusant, qui sont excellents. Il faut absolument faire. Un qui est peut-être un peu plus passé inaperçu, mais que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est En Garde. On parlait justement de la formation des gens dans le jeu vidéo. C'est rigolo parce que c'est un projet d'étudiants à la base, je crois ils sont une dizaine, c'était leur projet de fin d'études. Et finalement, ça a tellement attiré l'œil des gens sur Internet qui se sont dit pourquoi vous en faites pas un vrai jeu et tout. Et ils en ont fait un vrai jeu qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. C'est pas le jeu du siècle non plus, mais il est hyper agréable et surtout il fait une seule chose, ça va proposer des combats à l'épée en mode Zorro où on peut balancer des tables sur les adversaires, voilà, insulter les adversaires pour les narguer et tout, mais il fait ça extrêmement bien et surtout c'est vraiment un univers très coloré, très drôle. Si vous aimez Monkey Island notamment au niveau des univers et de l'humour, c'est vraiment totalement dans cette veine-là et moi je l'aime beaucoup. On retrouve même du Cyrano dedans, on retrouve du mousquetaire. Enfin, il y a quelque chose de très... très français, là encore. C'est très français, pour le coup, on garde. Menro, t'en as un, toi, ou pas, qui te vient à l'esprit? Écoute, moi, pour le coup, je peux pas aller piocher encore plus loin que là où on a déjà été, mais vraiment, je conseille à tout le monde d'essayer Sons of Scénar. C'est assez incroyable d'utiliser le mythe de la Tour de Babel pour proposer un jeu sur jouer à être le petit Champollion. On rappelle le concept du jeu à travers ce design qui est incroyable, c'est que différents types de tribus, populations n'arrivent plus à se parler entre elles. Et du coup, comment est-ce que notre personnage, notre avatar, va être amené à décrypter ces langages et pour essayer comme ça de graviter. Alors c'est des jeux d'énigmes, c'est des jeux de casse-tête, etc. Mais pas que. Et il y a quelque chose d'assez philosophique derrière et je trouve que c'est assez admirable d'arriver à avoir une hauteur de lecture, enfin tout ce qu'on peut y mettre derrière justement, c'est voilà, c'est un studio toulousain je crois. Et, fabuleux jeu. Vraiment je le conseille vivement. Les mêmes. Alors moi j'aurais pu vous conseiller, parce que mon t-shirt le fait, Flashback, c'est pas un jeu indé mais qui est un jeu il y a 30 ans. Alors on en parlera dans une autre émission parce qu'on n'en a plus le temps, mais moi Flashback c'est mon jeu de cœur. C'est pour les nostalgiques, soyons honnêtes. Je vais vous recommander un jeu à suivre. Je ne sais plus s'il est sorti ou pas encore, qui s'appelle Lisfanga, qui est un jeu projet étudiant à l'origine, qui est édité par Quantic Dream, qui a désormais un label Spotlight d'édition de jeux. Et c'est un jeu, je ne suis pas une grande fan des jeux au tour par tour, mais celui-ci a un petit twist, c'est-à-dire que vous pouvez vous reproduire pour vous aider en fait et revivre chaque tour avec de l'aide et revivre les séquences en ajoutant. Enfin, il y a un twist absolument très intelligent dans ce jeu et je vous le conseille. Donc Lisfanga, ça s'appelle. Messieurs, nous sommes arrivés au bout de l'aventure. Made in France. Merci à vous pour toutes ces recommandations, pour tout ce décryptage de la scène indé française. Menro, mais on te retrouve sur Le Grand Pop. Tout à fait, à lire. Un média 360 à lire ou à écouter, puisque les podcasts. Voilà, legrandpop.fr, c'est un article par semaine au moins, et un podcast tous les 15 jours.
Et au-delà de ça, sinon, c'est sur les réseaux sociaux, Menraw, M-E-N-R-A-W, sur tous les réseaux. Et ben voilà, au moins c'est facile. C'est facile. Et puis bientôt ici, le retour. Olivier, merci aussi à toi d'être venu. Mais ça va, merci on a pour été gentils. l'invitation. Oui, c'était très bien. Bon, c'est gentil. Bon, on te retrouve aussi sur France Inter, Exactement. le mardi matin. Ouais. Tous les mardis matins, 5h53. Ça fait un petit peu tôt, mais ça ouais, peut faut se te lever. réécouter en podcast. Donc, Bon, ça va. voilà. Le podcast, c'est la vie, parce que Multijoueur aussi, vous pouvez le retrouver en podcast. Et cette émission-là, en podcast, en multidiffusion sur Tech Co, la chaîne, ou sur le site Tech Co, et évidemment en replay sur YouTube. Et puis sinon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Il reste beaucoup de choses à raconter, et on a des surprises pour vous, notamment sur le dernier grand jeu qui arrive cette année. Et bien, en attendant, jouez bien et à très vite.